faut attendre la fin de la procédure. Attendre, toujours attendre. Je commence à avoir l'habitude. On n'y pense pas, mais voyager dans l'espace, ça prend toujours des plombes. Surtout quand on est en panne. Mais au final, est-ce que j'ai pas fini par prendre plaisir à attendre ? C'est parti. Créer un sentiment d'attente est une technique de narration très efficace, car la frustration éveillera toujours l'intérêt du spectateur. Mais attention, il s'agira aussi de libérer le public de celle-ci, et correctement, sous peine de déchaîner les pires critiques. Et s'il y a bien un genre de film qui commence systématiquement par une phase d'attente, ce sont bien les films catastrophes. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment qui m'intéressait le plus, celui où l'on nous présente les différents personnages, leurs liens, Échec et mat. leurs problèmes qui ne manqueront pas de ressurgir au pire moment, le calme avant la tempête donc, jusqu'au point où la tension est à son paroxysme et surgit l'événement apocalyptique que tout le monde attend. La procédure a échoué. Il faut tout recommencer. Et quoi de mieux qu'une bonne vieille invasion extraterrestre pour combler les attentes du public avide de grands spectacles et de destruction. Aujourd'hui, citoyennes et citoyens, nous allons aborder ce qui est certainement l'œuvre fondatrice du genre, la guerre des mondes. La guerre des mondes était à l'origine un livre de H.G. Wells, publié en 1898, et dans lequel l'Angleterre victorienne se trouvait confrontée à l'attaque de martiens envieux de notre planète et de ses richesses, à bord de triples armées de rayons ardents. Vint ensuite une adaptation en feuilleton radiophonique en 1938 par Orson Welles cette fois, Aucun lien suffit unique. dont vous avez certainement déjà entendu parler, au moins pour la légende urbaine qui l'entoure. Comme quoi des milliers d'auditrices et d'auditeurs auraient pensé que c'était des informations et que ça aurait créé un vent de panique aux États-Unis. Mais c'est des conneries. Puis vinrent les adaptations cinématographiques, avec en premier lieu celle de Byron Askin en 1953 et celle de Steven Spielberg en 2005. Deux films que je vous conseille vivement, le premier pour le charme désuet qu'ont les films de cette époque, mais aussi parce qu'il est encore considéré comme ayant marqué l'histoire du cinéma. Donc si vous vous y intéressez, c'est bien de l'avoir vu. Et le deuxième, parce qu'à mon sens, c'est l'un des meilleurs films de Spielberg. Excusez du peu. D'ailleurs, une fois que vous aurez fini cette vidéo et que vous vous serez abonné à Nexus 6, je vous conseille l'excellente vidéo de la séance de Marty à son sujet. Foncez, c'est du bon. Il y a aussi une adaptation en mini-série par la BBC en 2019, mais qui elle était fidèle au livre originel, là où les deux films déplaçaient le récit de la fin du 19e siècle à la période où ils ont été créés, c'est-à-dire les années 50 et 2000. C'est également le choix qu'a fait la série qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, à savoir La Guerre des Mondes, une création originale Canal+, de la première partie des années 2020. Créé par Howard Overman, connu et reconnu pour les excellentes séries Misfits et Dirk Gently, ou encore Future Man. Ça par contre c'était de la merde. J'ai vu que 15 minutes du premier épisode, mais j'en ai rien à foutre, c'était une horreur. Je veux plus jamais voir ça. Arrachez-moi les yeux. Quel trouillard! La série commence avec Catherine Durand, astrophysicienne de son état, qui fait ce que font souvent les gens de sa profession dans les films, bosser tard devant des ordinateurs pleins de données, jusqu'à ce que... T'as vu ça? Un signal provenant de Ross 128, système planétaire à 11 années-lumière, ce qui est loin mais pas trop, et qui gagne en intensité. Pas d'explication naturelle possible, premier contact confirmé, on prévient tout le monde et on commence à s'inquiéter. En parallèle, nous découvrirons également Karim, réfugié cherchant à passer en Angleterre, Bill, neurobiologiste et enseignant, Emily, jeune anglaise non-voyante, son père Jonathan, en déplacement en France pour un séminaire, et tous leurs proches. L'ex-femme de Bill, toute la famille d'Emily et Jonathan, ou encore la sœur junkie de Catherine. La guerre des mondes est donc une affaire de famille. Et quoi de plus naturel, car en apprenant que le signal est une menace pour l'humanité, tout ce beau petit monde cherche à rejoindre ses proches, et c'est alors que survient l'attaque. C'est donc dans ce monde d'après, dont on se serait bien passé, que nos personnages vont émerger de leurs abris et que commencera leur histoire. Celle de multiples destins qui se croiseront C'est qui? et chercheront à trouver non seulement un sens à l'indicible, mais aussi, pourquoi pas, un moyen de lutter. Alors, cela n'a pas grand sens de comparer des films et une série si éloignés temporellement, en termes de choix de narration ou de mise en scène. Néanmoins, sachez que là où les adaptations précédentes donnaient la part belle au grand spectacle, la série, au rythme plus posé, est avant tout menée par la trajectoire de ses personnages et la suggestion prime sur les effets pyrotechniques dont le genre est coutumier. Pour résumer, l'ambiance est plus arty que blockbuster, ce qu'on pourrait chercher à expliquer par une différence de budget. Mais devoir jouer avec des contraintes financières fait bien souvent partie du processus créatif, et le système D peut amener de très belles choses, donc le sujet n'est pas là. Oui, mais à force d'abuser du système D, le vaisseau tombe en panne, capitaine. N'importe quoi. Je
pense qu'au contraire, la série La Guerre des Mondes est le résultat de choix créatifs réfléchis dû à un changement de paradigme profond entre ce qu'elle souhaite nous raconter et ce que nous racontaient les adaptations précédentes. Toute œuvre est le reflet de son époque, qu'il y ait une volonté consciente de porter un propos à ce sujet ou non. Le contexte dans lequel nous vivons inspire toujours ce que nous créons. C'est particulièrement vrai pour la science-fiction et encore davantage lorsqu'elle met en scène des événements dramatiques tels qu'une invasion alien, puisqu'elle sera bien souvent l'expression des peurs et des interrogations de son temps. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'énormément de choses séparent les différentes adaptations, historiquement déjà. Le premier film est sorti à peine 8 ans après la Seconde Guerre mondiale et en pleine guerre froide, alors que la perspective d'un conflit nucléaire planait sur le monde. En revanche, la réinterprétation de Spielberg, elle, est un pur film post-11 septembre. C'est les terroristes. Non, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Quoi, genre d'Europe? Culturellement ensuite, car ces deux films sont des œuvres américaines, et en cela, elles témoignent d'une certaine vision du monde. Une vision différente à chaque fois. Celle d'une superpuissance hégémonique pour le premier, et celle d'un pays meurtri qui ne se sent plus aussi intouchable qu'avant pour le second. Mais des visions qui ont en commun d'être, in fine, fondamentalement tournées vers les États-Unis et son sort. Alors que la série est une coproduction européenne, franco-britannique, donc par essence coopérative, et qui sort dans un contexte d'effondrement écologique annoncé, ainsi que d'une crise humanitaire et migratoire tragique sans précédent. Et ces divergences sont fondamentales dans l'identité de la série, une identité que je qualifierais par opposition d'européenne, et qui met en avant des valeurs qui lui sont propres. Cette première saison exprime donc une universalité plus forte, avec plusieurs nationalités qui se côtoient, toutes victimes de la même catastrophe. Même des Picards, c'est dire l'ouverture d'esprit. Moi, je vais chez mes parents, vers Amiens. Oh merde, faut que je me parte d'ici. On sent que le problème est global et concerne chaque être humain. La coopération y est aussi plus importante. Dans le film de Spielberg, l'homme est souvent un loup pour l'homme. L'individualisme règne. Alors qu'ici, et c'est un choix qui m'a vraiment plu, les personnages privilégient l'entraide. Alors attention, je ne dis pas que tout est rose, mais quand deux inconnus se croisent, leur premier réflexe n'est pas systématiquement la méfiance. Et la mise en scène s'amuse même à jouer avec nos préjugés forgés par des années de films catastrophes venus d'outre-Atlantique. À plusieurs reprises, la situation est telle que, par habitude, on s'attend au pire. Je te parle là. Ici, tout est fait pour nous faire croire qu'il va sortir son arme et menacer notre bon père de famille. Mais non, il lui donne de l'eau, lui demande s'il a besoin d'aide et lui souhaite... Bonne chance et fais gaffe. Ça change. C'est surtout pas votre style. La galaxie est un endroit dangereux, Arbut. L'importance des institutions militaires est moins présente dans le récit, ou en tout cas moins va en guerre. La question religieuse est très discrète, voire inexistante. Bref, vous l'aurez compris, le sujet n'est clairement pas traité de la même manière. Mais les différences s'expriment aussi au niveau de la direction artistique, et notamment en ce qui concerne l'un des éléments emblématiques des anciennes versions de la Guerre des Mondes, les fameux tripodes. Dans le livre et les films précédents, on était sur du classique, à savoir des grosses machines qui font piou-piou avec leurs grosses armes. La série, elle, fait un choix radical à ce niveau. Capitaine! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous alliez encore spoiler. Tu m'as fait flipper, c'est tout? C'est tout. Oui, bah oui, je vais un peu spoiler. Si ça t'emmerde, tu vas voir la première saison sur MyCanal et tu reviens finir la vidéo. Hein? C'est pas comme si, au début du 21e siècle, ils avaient... 12 ans que je me trimballe ce mec tous les jours. La série a fait le choix de supprimer les tripodes, tout simplement. Et c'est révélateur d'un véritable changement dans la nature des menaces qui pesaient sur l'humanité au 21e siècle par rapport à celle du 20e. Les tripodes étaient des allégories sur trois pattes des peurs face aux technologies émergentes de leurs époques. L'industrialisation, pour le livre, les aliens utilisant une fumée noire comme arme, ou encore l'atome, pour le film de 53, avec les rayons désintégrants. Il témoignait aussi d'une vision de la guerre encore basée sur la puissance de feu pur. Mais la version 2020 remplace ce mode opératoire très frontal par deux autres complémentaires. Un premier, invisible et non intrusif, via le signal qui va tuer instantanément la majorité de la population mondiale. Et un deuxième, composé de... meute de chiens robots Spot Mini. Oui. À mon sens, ce choix est très intelligent, car bien plus évocateur pour un spectateur du 21e siècle. Comprenons-nous bien, les robots géants qui te défoncent avec des lasers, ça fait flipper. Mais une de ces saloperies armées jusqu'aux dents, agiles et pouvant s'infiltrer partout, c'est effrayant. Et c'est exactement ce que beaucoup se sont dit en voyant les premières vidéos des robots de chez Boston Dynamics. La série adapte donc sa menace à des symboliques davantage ancrées dans l'imaginaire collectif de son temps et cohérentes avec ses innovations technologiques et stratégiques. On pourrait même aller jusqu'à dire que le signal meurtrier fait écho aux armes bactériologiques ou nanotechnologiques. A noter que la première saison a été produite juste avant la pandémie de 2020, on peut dire qu'ils ont eu le nez creux. Relance la procédure, Zarbut. Je relance.
La série réactualise très intelligemment le mythe de la guerre des mondes, tant dans son ambiance que dans sa narration ou dans sa direction artistique. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que la série semble porter un message bien différent de celui de ses illustres prédécesseurs. Alors attention, je ne ferai ici que des conjectures, puisque n'ayant vu que la première saison, je ne suis pas certain de ce vers quoi la série va nous amener. En tout cas, les films commençaient par une tirade extraite du livre. Personne n'aurait cru en plein milieu du XXe siècle que les hommes puissent observer avec autant de pénétration et d'attention par des intelligences supérieures aux intelligences humaines. Ce passage posait un constat accablant pour l'espèce humaine. Elle n'est pas la plus puissante, ni la plus intelligente de l'univers. Elle n'est rien. Une idée extrêmement novatrice à l'époque où a été écrit le livre. Cette leçon d'humilité était renforcée par le dénouement de l'invasion, la mort des envahisseurs grâce aux bactéries terriennes contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés. Un peu débiles, ces aliens. Oui, enfin pas plus que les scientifiques dans Prometheus ou Alien Covenant. Mais aussi forte que soit la symbolique de ce retournement de situation, l'humanité sauvée par la nature, elle nous mettait tout de même au centre de tout. Les humains méritaient d'être sauvés. Comme si au final, ils avaient quelque chose de spécial, une destinée. Pour preuve, une tirade de conclusion, aussi présente dans le livre, répondait à celle d'introduction. Les Martiens furent détruits et l'humanité sauvée par ce que Dieu, en sa sagesse, avait créé de plus infime sur cette terre. Car les hommes ne vivent ni ne meurent en vain. On comprend qu'en vérité, le message qui était porté n'était pas d'être humble face à la nature, mais face à Dieu, démontrant ici encore une sensibilité très américaine autour de ces questions. Et à mon sens, la série s'inscrit complètement à l'opposé de cette vision, car non seulement les créateurs ne font jamais mention d'une quelconque volonté divine, mais aussi parce qu'ils ont délibérément choisi de ne pas commencer par cette tirade introductive, rompant ainsi avec la tradition et les adaptations précédentes. À la place, un monologue fataliste et sans appel. Ils voulaient nous balayer de la surface de la Terre. Il n'y avait peut-être pas de quoi s'étonner. Sommes-nous vraiment si différents? Le mal est en chacun de nous. La série La Guerre des Mondes est le produit d'une époque où l'espoir en l'avenir s'estompe, où l'humanité elle-même, par culpabilité, commence à mettre en doute son droit à la survie et à avoir une posture plus humble quant à sa place dans l'univers. Et cet état de fait s'exprime aussi dans la représentation de l'invasion elle-même, car dans les films, l'invasion est en cours, et s'il y a de nombreuses victimes, à la fin, l'humanité reste debout, sa civilisation perdurera. Mais dans cette nouvelle adaptation, l'invasion est terminée, l'humanité est détruite, et quel que soit le sort que nos héros réserveront aux envahisseurs, notre civilisation est morte. Je ne peux que vous conseiller d'aller regarder La Guerre des Mondes, citoyennes et citoyens. Une création originale de qualité dont je n'ai fait qu'effleurer la surface et qui vous réserve bien d'autres surprises. En tout cas, il me tarde de découvrir la deuxième saison qui est actuellement disponible en exclusivité sur Canal+ et la plateforme MyCanal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. C'est toujours bien de soutenir la production de science-fiction en France, n'est-ce pas Canal+? Il y a des millions à se faire avec le Nexus Cinematic Universe. Tardez pas trop. Et ici, on est des pros. Le NEC plus ultra. Cette fois-ci, c'est encore pire. Il y a une lumière rouge en plus. Mais c'est pas possible. J'ai autre chose à foutre. Je pensais que vous aimiez attendre. En même temps, vous n'êtes pas de très bon poil. Vos ondes négatives se propagent à l'intérieur du cockpit. Vous savez, les cartes mères et les circuits imprimés ont besoin d'amour. Et là, vous abusez du système D. Vous frappez les éléments. Et cela se retourne contre vous, c'est comme ça.